Bonjour à tous et bienvenue du coup à cette troisième partie de cette série de webinaires qui est consacrée à l'impact investing. On va attendre que les participants arrivent, mais je vois que ça arrive au fur et à mesure. Donc je me présente, je suis directrice d'investissement chez Kimpa et je suis accompagnée aujourd'hui de Clarisse Cousty qui est analyste de private equity impact chez Kimpa et qui est spécialisée sur les sujets climat. Donc aujourd'hui, toutes les deux, on voudrait vous parler d'une partie qui est importante dans notre process d'investissement impact, qui est comment on va se constituer un deal flow qualifié à impact. Donc je vois que la plupart des participants sont arrivés aujourd'hui là, donc on va pouvoir commencer. Ce qu'on voudrait vous montrer en introduction assez brièvement, on va vous rappeler ce qu'on fait chez Kimpa, ce que c'est que l'impact investing, un petit peu notre méthodologie qu'on suit au jour le jour pour pouvoir faire de l'investissement impact. Et ensuite, on rentrera plus en détail avec Clarisse sur comment constituer son deal flow à impact. On verra quelles sont les principales sources de deal flow et comment surtout on les qualifie pour s'assurer de garder les meilleures pépites à impact. Donc, je vous rappelle que tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions sur la partie questions que vous avez à droite. Nous, ce qu'on essaierait de faire, c'est d'y répondre au fil de l'eau à l'ensemble des questions que vous avez. Et sinon, de toute façon, on gardera 10-15 minutes à la fin du webinaire, à la fin de la présentation, pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on n'aura pas vues pendant le webinaire. Donc, Kimpa. Kimpa, c'est une société à mission qui est certifiée B Corp et qui propose des solutions d'investissement à impact sur mesure pour les investisseurs sur plusieurs classes d'actifs, donc le venture capital, le private equity impact, mais également des solutions dans l'immobilier durable, social et solidaire, et également dans les investissements liés aux énergies renouvelables. La raison d'être chez Kimpa, c'est de pouvoir relever les grands défis de la planète, parce qu'on est tous convaincus chez Kimpa que l'investissement, c'est l'un des leviers d'action avec le plus de potentiel à grande échelle pour justement relever ces grands défis. Et donc, notre mission chez Kimpa, c'est de déployer les capitaux de nos investisseurs vers des projets à fort impact pour la planète. Donc, on accompagne aujourd'hui 3 types de clients. On accompagne des investisseurs privés, donc des entrepreneurs, des dirigeants, des familles entrepreneuriales, mais également de plus en plus des corporates et des institutionnels, donc des fonds d'investissement, d'autres family office, des banques privées, dans leur démarche d'investissement impact. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là aux premières sessions sur ce qu'est l'impact investing. Donc, l'impact investing, c'est né du constat qu'aujourd'hui, tous les enjeux à la fois environnementaux, sociétaux, économiques, sociaux sont interconnectés et sont globaux. Et face à ça, on voit de plus en plus de nouveaux secteurs porteurs de solutions justement pour répondre à ces enjeux et qui attirent à la fois les talents d'aujourd'hui et les capitaux. Et il a été démontré que c'est plus incompatible d'allier impact et performance financière, mais que pour ça, il faut être bien accompagné et il faut que l'exécution soit de qualité. Et c'est surtout pour éviter justement le greenwashing qu'il faut être accompagné et il faut en permanence se référer aux 3 éléments essentiels pour qu'un investissement se disant à impact soit qualifié comme tel, qui est l'intentionnalité de l'investisseur de réaliser de l'impact, l'additionnalité de l'investissement et, le plus important que vous avez vu lors du dernier webinaire, la capacité de mesurer cet impact. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on va se centrer aujourd'hui sur notre méthodologie et notamment sur la phase 2 et 3 de notre process d'investissement. La première étant ce qu'on avait vu lors du premier webinaire qui était la définition de la thèse d'investissement impact. La dernière qui était l'investissement et la mesure, c'est ce qu'on a vu au deuxième webinaire. Aujourd'hui, on va vous montrer comment nous, on recherche nos cibles, comment on fait notre sourcing et comment surtout on qualifie les opportunités d'investissement qu'on a. Donc, Clarisse, je te laisse la place pour détailler ça. Alors aujourd'hui, donc on va parler de comment on se crée un deal flow à impact chez Kimpa. Donc on a plusieurs sources de deal flow en interne. Donc la première étant la recherche ultra ciblée. Donc ça va être du data screening, des études de marché sur des secteurs bien spécifiques dans lesquels on croit.
et qui seront porteurs pour nous. Cela comprend également la participation à des événements internationaux. À titre d'exemple, dans le cadre du sourcing d'un de nos clients corporate qui gère une entreprise qui produit des ingrédients naturels pour les compléments alimentaires, une partie de l'équipe s'est rendue à l'événement qui a lieu une fois par an à Genève et qui rassemble tous les acteurs du secteur, qui s'appelle VitaFood. Donc, c'est un exemple et nous en parlons un peu plus en détail après. La seconde source de deal flow, c'est notamment les co-investissements avec des fonds partenaires qui nous permet d'avoir accès à des deals parfois premium, plus matures et sur des opérations un peu spécifiques. Donc, nous avons notamment déjà co-investi avec des acteurs comme Make Sense, 2050, 50 Partners, Alter Equity et bien d'autres fonds à impact. Et la troisième source de deal flow, c'est le flux organique. Que ce soit par rapport à la levée du tour suivant de participation qui sont déjà dans notre portefeuille, ou bien des recommandations, des candidatures spontanées, le flux entrant suite à la reconnaissance de Kimpa dans l'écosystème à impact aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, on va passer sur notre outil qu'on utilise tous les jours pour sourcer et pour regarder les opportunités qui sont à disposition pour nos clients. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on en a 1099 en base en deal direct, donc c'est-à-dire en start-up, et 232 en fonds à impact, que ce soit plutôt VC ou plutôt fonds de croissance et de LBO. À savoir que sur la dernière année, on a reçu 440 opportunités. Donc, on voit une forte croissance entre les 2 dernières années et l'année dernière, due à notre reconnaissance dans cet écosystème. Donc, on va passer en revue les quelques graphiques qui sont là, qui démontrent tout simplement les différents stades de maturité, objectifs de développement durable et géographie adressées par notre deal flow aujourd'hui. Donc, on peut voir ce premier graphique, on a majoritairement des opportunités donc en direct, en seed, en amorçage et en série A. Et majoritairement également sur les objectifs de développement durable 12, donc à savoir la production et la consommation responsable, et 13, donc les mesures qui sont relatives à l'adaptation au changement climatique. Cela découle des tests d'investissement de nos clients. Donc, on avait réalisé un premier webinaire à ce sujet. C'est la manière dont on travaille avec nos clients. Donc, cette thèse d'investissement nous permet, nous, de sourcer des opportunités de manière très personnalisée pour ces clients. Mais nous sommes capables, comme nous le disions au tout début, de faire des recherches plus ciblées et nous donnerons un exemple ultérieurement. Et en termes de géographie, nous voyons également que nous avons majoritairement des entreprises en France, en Espagne, du fait de notre ancrage dans ces pays-là, puisque Kimpa a 3 bureaux, 2 en France et 1 en Espagne. Mais nous voyons également qu'on en a beaucoup dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Nous avons récemment réalisé un deal là-bas il y a quelques mois, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, donc en Europe et plus largement dans le monde entier. Ce graphique-là montre que ce deal flow adresse tous les secteurs et il représente bien une conviction que nous avons chez Kimpa, qui est que l'impact n'est pas une verticale ou un secteur, mais bien une approche d'investissement qui peut couvrir toutes les classes d'actifs et tous les secteurs. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Nous avons des opportunités tant sur des sujets environnementaux que sur des sujets plus énergétiques, de food tech, de mode, de textile, de big data, de tourisme, etc., etc. Donc, voilà quelques exemples de notre deal flow. Nous allons passer rapidement. Le but étant de montrer que sur les fonds de private equity, de venture capital, de la même manière que pour les deals directs, nous avons plus de deal flow en seed, en série A et sur les objectifs du développement durable 12 et 13, mais que à la demande notamment de nos clients, nous avons de plus en plus d'opportunités en fonds plutôt croissance et LBO, pour des raisons de risque limité, et également dans le monde entier, plutôt européen, mais nous pouvons faire des recherches ultra ciblées, comme nous l'avons dit auparavant. En lien avec cela, donc c'est ce qu'on souhaitait vous montrer aujourd'hui, c'est que nous pouvons réaliser des recherches d'opportunités de manière assez précise sur certains secteurs pour nos clients. Donc, c'est ce que nous avons fait pour ce premier client corporate dont nous parlions au tout début.
Donc, ils souhaitaient que nous sourcions des opportunités dans la food tech. C'est ce que nous avons fait et nous en avons retenu 382. De la même manière que la base précédente, nous avons montré les différents sous-secteurs dans la food tech qui, selon nous, étaient importants en fonction des critères de notre client. À quel stade de maturité était la plupart de ces entreprises, quels étaient leurs revenus, dans quel pays se trouvaient-elles, donc, sous forme de cartes et de graphiques, et donc les noms de ces startups, les revenus, la date de création, le nombre d'employés, le tour de financement, etc. Donc, à savoir que nous pouvons être un peu plus précis. Donc, en cliquant sur ci, nous allons voir apparaître toutes les entreprises selon les sous-secteurs, leurs revenus et la géographie. Et là, donc, cela va sous-segmenter en fonction du stade de maturité que j'ai choisi. Et nous pouvons sous-segmenter selon les revenus, selon la géographie ou selon le sous-secteur. Voilà. Une question qui a été posée, Clarisse, c'est si tu reviens, je pense, sur le deal flow. Est-ce que la question porte sur est-ce que on reçoit plus de deal flow sur un objectif de développement durable que sur un autre? Est-ce qu'il y a des objectifs de développement durable qui sont plus courants, je comprends la question comme ça, que d'autres en termes d'opportunités d'investissement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors donc, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Donc, nous avons plus d'opportunités sur les objectifs de développement 12 et 13, pour la simple et bonne raison que cela matchait les thèses d'investissement de nos clients. Également, parce qu'historiquement, les thèses de nos clients étaient plus tournées vers un impact environnemental, ce qui est en train de changer. Donc, nous avons de plus en plus de clients qui ont envie d'avoir un impact également social, donc plus sur des objectifs de développement durable 4, d'accès à l'éducation ou de 10, de réduction des inégalités. Donc, effectivement, nous avons eu plus d'opportunités sur des sujets environnementaux, donc qui sont majoritairement représentés par les ODD 12 et 13. Mais encore une fois, c'est une question aussi de matching avec les thèses d'investissement de nos clients, et cela est amené à évoluer dans le temps, et c'est en train d'évoluer d'ailleurs récemment avec les nouveaux clients qui sont arrivés chez Kimpa. Oui, peut-être rajouter effectivement, Clarisse, pour compléter, que c'est exactement ça. On voit beaucoup de tendances sur les volontés d'impact de nos clients, notamment sur les secteurs. On a des points communs, on va dire, des investisseurs qui sont... on parle beaucoup d'agriculture durable, on parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup de climate tech et d'énergie. Mais on voit de plus en plus de l'intérêt pour les sujets santé, pour les sujets réduction des inégalités, récemment les sujets d'inclusion des réfugiés, par exemple. Les sujets sociaux prennent de plus en plus le devant. Et puis, c'est également, nous, on adresse beaucoup de clients privés qui sont également des familles pour qui des sujets, par exemple, d'éducation, d'égalité des sexes sont des sujets au cœur de leur thèse d'investissement. Et il y avait une autre question, Clarisse, avant de passer à la suite, qui était concernant le stade de maturité des opportunités. Est-ce que c'est possible de trouver des opportunités à tout stade de maturité, ou est-ce qu'il faut forcément faire de l'amorçage pour faire de l'impact? Non, bien sûr. Donc, nous avions plus d'opportunités en CID et en CREA pour les mêmes raisons que citées précédemment. Donc, c'était une demande de nos clients qui avaient envie d'investir sur des projets presque pré-revenus parfois, pour avoir vraiment cette sensation, cette possibilité d'aider l'entrepreneur à créer son projet et à le faire scaler. Cependant, nous avons effectivement des demandes de nos clients également pour des sujets plus matures. Donc, nous avons l'année dernière, nos clients ont investi l'année dernière sur une série C, donc plutôt mature. Et nous avons de plus en plus d'opportunités en croissance, donc en leverage buyout, que ce soit en direct, mais également en fonds. Donc avec des rendements potentiellement plus élevés sur les fonds et plus de sécurité. Donc nous pouvons effectivement avoir du deal flow sur des opportunités plus matures, évidemment, et notamment que ce soit en deal flow entrant, mais également via nos fonds partenaires, avec qui nous co-investissons souvent et qui ont également des opportunités plus matures
dans leur portefeuille. Et justement, il y avait une question, Clarisse, sur les fonds dont tu venais de parler. Comment, chez Kimpa, on s'assure que les fonds d'investissement, beaucoup aujourd'hui, se déclarent à impact? Comment, dans la base de données que tu présentais en bas, on s'assure que les fonds présentés sont vraiment à impact? Oui, alors plusieurs manières. Si on parle de fonds impact, parce qu'on a aussi beaucoup vu de fonds en ce moment transition, donc qui aident les entreprises à changer de business model et à être en ligne avec les objectifs de développement durable et les accords de Paris. Donc, on va avoir ces deux catégories de fonds qui reviennent beaucoup dans notre deal flow. Et pour vérifier qu'ils sont bien à impact, premièrement, avant de présenter des opportunités à nos clients, nous organisons toujours un call avec l'équipe. Donc, c'est déjà un bon moyen au premier abord de connaître l'intentionnalité de l'équipe et du fonds, s'ils sont plutôt opportunistes et avec la volonté donc, de créer un fonds à impact par rapport aux tendances de marché, etc. Ou si c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur et qui, avec une vraie volonté de contribuer et d'avoir un impact dans cet écosystème. Nous, on va aussi beaucoup vérifier, et on en parlera après aussi dans la qualification. Donc, on a toute une partie impact dans notre due diligence qui reprend plusieurs questions, notamment la manière dont le fonds va sourcer ces opportunités, sur quels critères il se base. Donc, si c'est sur l'IMP, les Iris Metrics ou d'autres critères, dont les objectifs de développement durable, s'ils ont un rapport d'impact, s'ils ont un CARID qui est lié à l'impact, s'ils mettent en place avec leur participation des KPIs d'impact qui suivent dans le temps, ils aident à améliorer l'entreprise en fonction de ces KPIs. Donc, pas mal des questions qu'on peut poser assez facilement pour vraiment comprendre l'intentionnalité du fonds derrière. Parfait, merci beaucoup Clarisse. Et peut-être avant de passer à la suite, il y avait une question sur quels sont les événements majeurs auxquels l'équipe de Kimpa participe pour fabriquer son sourcing. Justement, la première partie dont tu parlais, qui est le sourcing proactif que fait Kimpa en allant dénicher les meilleures pépites sur des secteurs très précis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les événements majeurs auxquels on participe et puis peut-être pour étayer la question sur quelles sont les bases de données qu'on utilise justement quand on veut pouvoir se faire une idée d'un marché? Bien sûr. Alors, en termes d'événements, donc j'en citais un qui est sur un secteur bien spécifique, qui est Vitafood, donc plutôt pour l'industrie des compléments alimentaires, donc de manière ultra ciblée sur ce secteur-là. Récemment, l'équipe s'est également rendue à Change Now, donc qui avait lieu à Paris et qui rassemble des investisseurs et des startups à impact dans le monde entier. Donc, on s'y est rendu il y a quelques semaines pour donc rencontrer justement des fonds partenaires, rencontrer des entreprises et potentiellement d'autres acteurs à impact. Également, à Madrid a eu lieu le South Summit, donc, où l'équipe, étant donné que nous avons un bureau à Madrid, s'est également rendue la semaine dernière pour pouvoir rencontrer des startups de l'écosystème, des fonds partenaires, notamment en Espagne, où il y a peut-être moins d'acteurs, donc c'est tout autant pertinent de rencontrer ceux qui sont présents dans l'écosystème. Donc plusieurs exemples, et puis à Madrid nous en avons d'autres qui s'appellent le MadBlue et le FI Forum, où nous avons pu rencontrer des acteurs de l'écosystème à impact, que ce soit en termes de start-up ou de fonds, ou d'intervenants tout simplement, qui ont des histoires inspirantes et des démarches d'impact intéressantes. Et sur les bases de données, donc plusieurs bases qu'on utilise assez couramment pour cibler des marchés et également des entreprises. Donc, on va utiliser des bases comme Crunchbase, Dealroom, PitchBook, et sur d'autres entreprises peut-être un peu plus mondiales et sur d'autres approches des emerging markets, etc., qui vont nous aider à définir et à trouver les bonnes entreprises également sur des marchés. Parfait. Merci beaucoup Clarisse. On va pouvoir passer du coup à la deuxième partie qui est plutôt sur la qualification.
parce que, comme vous l'avez compris, donc une grosse partie de notre travail, c'est de pouvoir sourcer un bon deal flow impact. Et on a reçu plus de 1000 opportunités, mais on n'a pas recommandé d'investir à nos clients dans ces 1000 opportunités, parce qu'il y a effectivement un filtre important à faire en qualifiant ces projets. Tous les projets sont porteurs d'idées innovantes et souhaitent, pour la plupart, répondre aux grands défis qu'on connaît aujourd'hui sur la planète, mais tous les projets ne sont pas des bons projets à adresser à travers l'investissement impact. Et c'est pour ça que le gros de notre travail chez Kimpa, c'est de pouvoir faire cette qualification en interne qui est basée sur 3 dimensions principalement. Ce qu'on va essayer de noter, la première partie, c'est les fondamentaux du projet. Quand on investit dans des entreprises très jeunes, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'en fait, on investit dans une équipe. On investit dans une équipe porteur de projet qui va mener ce projet de A à Z. Donc, il faut être capable de comprendre si l'équipe est la bonne pour mener ce projet. Donc, on va regarder avec attention la qualité, la complémentarité des profils, la capacité à se remettre en question, la capacité à gérer le conflit, parce que monter une start-up, on sait les difficultés et les hauts et bas que ça peut représenter. Dans ces fondamentaux, on va évidemment aussi beaucoup regarder le marché, le potentiel de marché, mais également est-ce que le marché est là et existe? Est-ce que la technologie qui est en train d'être développée, par exemple, par une start-up, arrive au bon moment? Est-ce que c'est le bon timing ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu ou est-ce que c'est pas justement déjà trop tard? Ça, c'est une grosse partie de l'analyse qu'on réalise. La scalabilité du projet, est-ce que ça va être un projet qu'on va pouvoir répliquer à grande échelle? Les barrières à l'entrée, l'attraction du projet, tout ça va être analysé en détail. On va, si on le peut, également discuter avec des fournisseurs ou des futurs clients pour essayer de vraiment comprendre les fondamentaux de ce projet. La deuxième partie, non pas moins importante, qui est la mesure de l'impact. Vous avez vu dans le deuxième webinaire qu'on a organisé il y a quelques semaines comment chez Kimpa on mesure l'impact. On a d'ailleurs publié sur ce sujet pour pouvoir mettre toute notre méthodologie en open source. L'idée étant de pouvoir partager ce qu'on considère nous comme les bonnes pratiques à utiliser. Pour le non-côté, nous, dans l'impact, on utilise l'Impact Management Project. Donc, je vous invite, pour avoir plus de détails là-dessus, à re-regarder ce webinaire si vous ne l'avez pas vu ou à aller vous rendre sur le site de Kimpa sur lequel on a publié notre livre blanc sur ces sujets-là. L'idée, c'est de pouvoir noter l'impact d'une opportunité en fonction de plusieurs critères, notamment ce qu'est l'impact, pour qui est l'impact, la contribution dans le temps, pour combien de temps exactement, les risques liés à ce que cet impact ne soit pas réalisé. C'est toute une méthodologie très détaillée que je vous invite à aller regarder avec attention. Donc, l'Impact Management Project. Et la troisième partie, tout aussi importante, c'est évidemment l'analyse de la viabilité financière. L'idée chez Kimpa, c'est que nous, on est convaincus que l'investissement à impact permet d'allier performance financière et impact. On n'est plus obligé d'utiliser que la philanthropie pour faire de l'impact. Donc, pour faire de l'impact investing, il faut des entreprises qui ont une viabilité financière et qui vont pouvoir perdurer dans le temps. Et c'est pour ça qu'on passe une partie de notre analyse sur ces sujets financiers, comme tout autre investissement finalement, où on va analyser en profondeur le business model, la capacité de l'entreprise à générer des revenus, la génération de marge, évidemment par rapport à son secteur, c'est comparable. Également l'analyse de la valorisation, où on utilise des méthodes plutôt classiques pour le stade de maturité, en fonction du stade de maturité de l'entreprise. Mais la valorisation fait partie intégrante de notre analyse. Est-ce qu'on paye le bon prix au bon moment? On sait qu'en ce moment, c'est un sujet qui est très clé et qui varie beaucoup par rapport à l'année dernière. Et on va évidemment analyser également l'utilisation du cash, combien de temps va permettre, cette levée va permettre à l'entreprise de continuer à opérer, et également la rentabilité espérée pour l'investisseur.
tout ça doit être mis en lumière. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise note, si vous voulez, c'est juste plus ou moins de risques qu'on est prêt à assumer. Une mauvaise note ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément investir, c'est juste on met en avant tous les risques qui peuvent être liés à cet investissement. Et après, c'est l'investisseur qui, lui, en fonction des risques qu'il est prêt à assumer, qui va prendre la décision. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours montrer une revue la plus engageante possible pour permettre à nos clients investisseurs de prendre la décision d'investir ou non dans les opportunités, mais au moins avec l'ensemble des points relevés. Et toujours de mettre en adéquation la qualification qu'on va réaliser de ces projets avec la thèse d'investissement qu'on aura fait avec le client initialement. On va avoir des clients qui vont avoir dans leur thèse d'investissement une appétence plus importante pour le risque et du coup va être prêt à investir dans des startups qui, par exemple, sont encore en recherche de levée de fonds pour financer de la recherche et développement et ne vont pas avoir de revenus avant 2-3 ans. À l'inverse, on va avoir des investisseurs qui vont plutôt préférer des opportunités en venture capital quand même un petit peu plus late stage, où on va avoir des entreprises qui ont déjà des revenus et potentiellement une rentabilité qui est plus proche. On a vraiment les deux cas de figure et d'ailleurs, on a fait des investissements à différents stades de maturité. On pourra y revenir par la suite, mais c'est vraiment en fonction de ce que veulent nos clients. On a également des entreprises qui sont matures et qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires, de millions d'euros de chiffre d'affaires et de marge. Donc, l'idée n'est vraiment pas d'attribuer une bonne ou une mauvaise note, mais vraiment juste de mapper l'ensemble des risques sur ces 3 dimensions. Ce qui est important, c'est que c'est une grille de qualification qu'on réalise en interne, mais on fait toujours appel à notre écosystème, à des experts pour justement capter les signaux faibles que nous, on n'aurait pas identifiés. Parce que finalement, comme vous l'a montré Clarisse, l'impact, ce n'est pas un secteur en soi, ça touche de nombreuses industries, de nombreux sous-secteurs et on ne peut pas être expert sur toutes ces industries. Par contre, on sait s'entourer de partenaires, d'experts qui vont justement avoir une expertise très pointue sur un sujet et pouvoir nous apporter des inputs sur cette analyse. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on travaille sur les sujets de technologie liées à la captation de carbone et on travaille également sur les sujets biogaz. C'est des sujets qui sont en pleine croissance et donc on avait besoin d'avoir au sein de notre revue, notre qualification, un expert qui va donner son avis. Donc, c'est vraiment quelque chose de collégial et qui a pour but d'aider le client à avoir toute la photo complète, mais également à prendre sa décision plus ou moins facilement. Et donc, cette grille de qualification, effectivement, elle filtre beaucoup d'opportunités et elle nous permet, in fine, de sélectionner ce qu'on considère pour nous les meilleurs projets à impact. Comme vous l'a montré Clarisse, on a analysé et reçu plus de 1000 opportunités depuis la création de Kimpa. Mais finalement, aujourd'hui, on a investi dans 37 projets sur des sujets de climat, sur des sujets d'économie circulaire, d'agriculture durable. Peut-être que Clarisse, pour terminer, avant de passer à la session de Q&A, tu peux nous parler peut-être de projets dans lesquels justement les investisseurs de Kimpa ont investi, que tu as accompagné et à travers justement que tu aurais sourcé et qualifié toi-même. Nous parler un petit peu de ces projets, les secteurs, et puis je vous inviterai par la suite à aller voir plus de détails sur le site de Kimpa si vous voulez voir tous les investissements qu'on a réalisés. Oui, bien sûr. Donc, récemment, pour donner peut-être un exemple de deal direct et un exemple de fonds, pour donner un exemple sur chaque classe. En deal direct, récemment, plusieurs de nos clients ont investi dans une entreprise qui s'appelle Genesis, qui était d'ailleurs à Change Now pour ceux qui ont pu s'y rendre, et qui est un outil de notation de la santé des sols. Donc, qui utilise toute une technologie et également de la mesure terrain pour
vérifier la santé des sols en termes de biodiversité, d'eau, de carbone, donc si les sols sont encore capables de capter le carbone ou non, si les sols filtrent bien l'eau, s'il y a assez de nutriments dans le sol, ou s'il est complètement appauvri. Et en fonction de ça, être capable de recommander certaines pratiques en comparaison à d'autres sols qui sont peut-être plus en meilleure santé. Tout cela en collaboration avec les agriculteurs donc qui sont sur ce sol et qui le travaillent tous les jours, et les entreprises, donc les corporates, qui peuvent être propriétaires la majorité du temps de ces sols et qui ont notamment des contraintes réglementaires en termes de rapport RSE et de leur scope 3. Donc cette entreprise-là, plusieurs de nos clients, ils sont rentrés en décembre, et qui est une entreprise française. Et ensuite, peut-être pour vous donner un exemple de fonds dans lesquels nos clients ont également investi, et qu'on aime bien parce qu'il est très spécifique en termes de thématiques abordées. C'est un fonds qui s'appelle Blue Forward, qui est issu d'une collaboration entre Seventures Partners et Biomarine, qui investit dans des entreprises série A, série B, seed, si l'opportunité est vraiment bien, en Europe et même dans le monde entier, sur des sujets liés à ce qu'ils appellent l'économie bleue. Donc tout ce qui est lié à la protection de la biodiversité marine, mais également tous les sujets de biofuels pour le transport maritime. Donc ça va être donc les sujets de biofuels, mais également comment optimiser les trajets maritimes pour ne pas déstabiliser la biodiversité marine. Donc beaucoup de sujets qui vont également aller à la nutrition à base d'algues, et plein d'autres secteurs donc, qui sont liés à l'économie bleue. Voilà, pour donner peut-être 2 exemples de notre deal flow aujourd'hui qui sont sur notre site si vous souhaitez les voir. Merci beaucoup Clarisse. Et effectivement, n'hésitez pas donc à aller voir sur le site si vous voulez voir tous les secteurs sur lesquels du coup on a travaillé, et puis à nous contacter si vous voulez en parler évidemment. Du coup, on va passer à la session de questions-réponses. Vous l'avez fait au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à poser vos questions à droite de votre écran. Normalement, vous pouvez poser vos questions. Peut-être pour commencer, il y a une première question, Clarisse, sur le temps que vous mettez chez Kimpa pour réaliser votre due diligence. Oui. Alors, ça va dépendre du projet, de sa complexité et du timing qui nous est fixé. Généralement, cela va nous prendre entre 1 semaine et demie et 2 semaines. Donc cela va comprendre notre analyse par rapport à la grille dont Brune parlait tout à l'heure, mais également le call avec un expert, donc trouver le bon expert, le rencontrer, avoir son avis, être capable de challenger l'entreprise par rapport aux questions qui ont pu être soulevées durant cette due diligence et les questions potentiellement posées par nos clients. Ultérieurement, on peut avoir également une rencontre entre nos clients et l'entrepreneur qui va être parfois comprise dans cette période de due diligence parce qu'elle va amener d'autres questions. Et donc, plutôt 2 semaines, tout compris, en fonction de l'entreprise et également du closing qui a été fixé par la startup. Si le closing est très rapproché, qu'on arrive plutôt en fin de levée, on va pouvoir être assez réactif dans notre façon de travailler. Au contraire, si on est en amont, au tout début de la levée et même avant qu'elle soit officielle, ce qui nous arrive assez souvent, on est capable donc de qualifier en amont et puis d'attendre le temps que le closing se fasse avec les autres fonds qui vont rentrer au capital. Parfait, merci beaucoup Clarisse. J'enchaîne, du coup, il y a une autre question qui est: est-ce que vous accompagnez vos clients sur l'investissement, la négociation des termes? Oui, tout à fait. C'est compris on pourra peut-être y revenir
C'est compris dans notre modus operandi, donc toute la partie investissement et reporting. Donc ça comprend la relecture, la révision du pacte d'associés et des termes qui sont et des différentes clauses, notamment parce que pour défendre les intérêts de nos clients, on va demander soit l'ajout de clauses, ça peut être très différent, ça peut être sur la valorisation, sur les transferts et d'autres sujets en fonction de nos clients et également donc sur après tout le closing, donc la signature et puis le report derrière et le suivi de l'investissement. Et nous accompagnons bien sûr nos clients sur ces sujets et si l'on peut et si on en a le pouvoir, si je puis dire, négocier également la valorisation et l'ajout de clauses, donc de valorisation maximale, donc cap qu'on appelle par exemple, et floor. Donc ça peut être quelque chose qu'on demande pour protéger nos clients de tout risque lié à ça. Effectivement, pour ajouter à ça, nous, l'idée, c'est de pouvoir toujours défendre les intérêts de nos clients, de nos investisseurs. Donc, quand ils ne sont pas lead, on s'assurera au maximum qu'ils ont au moins les mêmes avantages que l'investisseur lead et s'assurer que ces intérêts sont protégés dans le pacte d'actionnaires et les différents documents qui vont être signés au moment de l'investissement. Et peut-être une dernière question ou une avant-dernière, parce que je vois qu'il en reste, Clarisse. Est-ce que vous faites un reporting des opportunités, des investissements, ou est-ce que, je comprends que la question c'est est-ce qu'on accompagne le client tout au long de l'investissement ou juste au moment de la recherche et qualification? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Donc ça comprend donc le package, si je peux dire, Kimpa comprend donc ce closing et ce reporting. Le reporting, nous on le fait trimestriellement avec les participations de nos clients. Donc on refait des calls plutôt mensuels avec les participations pour avoir des nouvelles, mais on effectue un reporting assez complet lors de nos rendez-vous clients plutôt trimestriellement et annuellement in fine. Donc oui, bien sûr, cela comprend le reporting et nous avons toujours contact avec les participations de nos clients. Très clair. Merci Clarisse. Et vos clients préfèrent-ils les deals directs ou les fonds d'investissement à impact? Alors, historiquement, plutôt les deals directs, notamment parce que beaucoup de nos clients ont pu eux-mêmes être entrepreneurs dans leur vie et apprécient beaucoup ce contact d'entrepreneur à entrepreneur, pouvoir aider un projet à voir le jour, à scaler et à avoir un impact dans le temps. Donc, plutôt des deals directs, et c'est notamment aussi pour ça qu'on en a plus dans notre base de données. Mais de plus en plus, nous avons des demandes de nos clients pour des fonds, notamment pour des questions de risque, donc de diversification du risque, mais également d'accès à du deal flow pour eux. Parce que souvent, les fonds d'investissement dans lesquels nos clients investissent leur permettent de co-investir sur les participations du fonds. Donc, ça leur permet d'avoir un contact avec d'autres startups qui ne pourraient pas connaître sans avoir été dans le fonds et avoir accès au reporting de ces entreprises-là. Donc, plutôt historiquement deal direct, mais de plus en plus également des fonds pour diversifier le risque. Très clair. Peut-être une dernière question pour terminer, Clarisse. Il y avait une question sur les sujets de est-ce que les porteurs de projets ont accès direct à nos clients, à nos investisseurs, ou est-ce que Kimpa est toujours l'intermédiaire entre les deux? Alors, au tout début de la relation, c'est-à-dire en amont de l'investissement, donc quand on va rencontrer l'entrepreneur pour la première fois, avant de réaliser une due diligence, là, on va être le contact exclusif avec la startup. Cependant, lorsque la due diligence a été validée et que le client est toujours intéressé, il y a souvent une rencontre déjà entre l'entrepreneur et l'investisseur. Et ensuite, dans le temps, donc nous, on est un intermédiaire, donc on va suivre cette participation, donc en termes de, par exemple, de reporting, c'est ce dont on parlait. Mais bien évidemment, l'entreprise peut contacter notre client qui a investi si elle a besoin d'aide sur un sujet en particulier, que ce soit lié à son business model, à l'impact, à une expertise sectorielle, etc.
Effectivement, en fait, on va s'adapter à ce que veut notre client en termes de représentation. On a des clients qui ont du temps, qui souvent ont, par exemple, vendu leur entreprise et donc qui ont plus d'activité professionnelle et qui ont du temps et surtout une intention de pouvoir participer activement à la vie des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Donc, eux, par exemple, ils vont pouvoir être au board, ils vont pouvoir être conseils des entreprises dans lesquelles ils investissent et vraiment jouer un rôle à part entière. Et donc là, nous, forcément, on va avoir un rôle plus secondaire. À l'inverse, on a également des familles et des clients et même des corporates qui ont moins de temps parce qu'ils exercent encore une ou plusieurs activités professionnelles et donc qui vont nous demander de les représenter. Donc, on peut tout à fait représenter nos clients au sein des boards des entreprises ou pour un suivi en off. Mais l'idée, c'est de pouvoir les représenter, défendre leurs intérêts pour pouvoir justement leur économiser ce temps qu'ils n'ont pas. Donc, ça va vraiment être à la demande des clients en fonction évidemment du ticket qu'ils vont mettre dans les entreprises et de la place qu'ils vont avoir. On va pouvoir s'adapter à ce que souhaitent faire nos clients. Je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et surtout, si vous en avez d'autres après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, Clarisse et moi, à travers nos mails ou à travers notre site internet sur lequel vous retrouverez la plupart des informations dont on vous a parlé. Et en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui et pour vos questions. Et on espère que ce webinaire, ce troisième webinaire sur l'impact investing aura été utile. Merci à tous. Merci beaucoup.